Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Claudine, comment vas-tu? Ça va bien, Francis, et toi? Yes, vraiment, merci d'être là. On va parler de plein de belles choses aujourd'hui, mais particulièrement le deuil, l'acceptation de soi. Oui. Qui est un sujet que je trouve fascinant parce que j'ai pas eu la chance d'avoir ce sujet-là au podcast. Fait que je suis très je content. suis la première. Oui, ça, c'est le fun. Ouais, fait que je suis bien excité de ça. Mais avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, justement, toi, tu es spécialisé dans la traversée du deuil sur toutes ses formes. Fait que c'est pas nécessairement juste la mort. Ça peut être une carrière, ça peut être une blessure, ça peut être n'importe quoi qui est relié à une forme de deuil et de connaissance de soi. Oui. Puis, tu as fait, en plus de tout ça, le camp de l'Everest. Le camp de base. Camp de base, oui. Ouais. De l'Everest, que tu as fait un livre par la suite qui est en lien avec ça, toute ton histoire. Oui. Fait que, peux-tu me parler un petit peu plus de toi, ma chère Claudine? En fait, je trouve que tu as bien mis la table. Dans le fond, ce que je peux te dire, c'est que j'ai quand même plusieurs formations derrière. J'ai pas de cravate, là, mais derrière mes colliers. Mais pour moi, c'est des titres. Ce qui est essentiel que les gens se rappellent ou sachent, c'est que je suis vraiment spécialisée dans la traversée du deuil. Puis mon objectif, c'est de mettre une voix à toute personne qui vit des difficultés, des épreuves, des échecs. Tu sais, quand on a eu qu'on s'est retrouvé avec un genou par terre, qu'on a eu de la difficulté à se relever, ou même si on est encore avec un genou ou deux genoux par terre, puis qu'on ne sait pas comment se relever, bien, l'important, c'est d'oser venir à sa rencontre. Et puis, tu sais, d'aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui sont mes freins, qu'est-ce qui sont mes obstacles qui font que je peux répéter différents fonctionnements qui sont insatisfaisants. Parce que, tu sais, pour moi, le deuil, c'est vraiment très, très, très large. Parce que, tu sais, à travers tout mon processus, je me suis aperçue que moi, mon premier deuil dans la vie, ça a été que j'ai pas grandi avec ma famille. J'ai grandi avec mon oncle et ma tante dans le bas du fleuve, puis mes parents, puis mes frères, ils demeuraient à Montréal, tu sais. Puis ça a eu beaucoup d'impact dans ma vie. Premièrement, parce que ça n'a pas été nécessairement dit, le pourquoi du comment je me retrouvais dans une autre famille. Fait que je me suis forgée comme une forme d'histoire dans ma tête qui, pour moi, faisait du sens, mais ça a été vraiment très longtemps dans l'inconscient. Et ça a été quand j'ai commencé à tourner le regard vers moi pour voir, OK, pourquoi je vis des insatisfactions dans mes relations? Pourquoi je suis autant défensive? Pourquoi si, tu sais? Qu'est-ce qui fait que j'ai ces comportements-là puis que je suis facilement concernée par le pas correct, par ne pas être à la hauteur et tout ça, tu sais. Puis quand j'ai fait ma spécialisation sur le deuil, je me suis aperçue que, oh my God, ça renferme tellement d'affaires quand on ose ouvrir le volet sur le deuil. Puis dans ma formation sur le deuil, on m'a demandé de choisir une personne qui était décédée. Vraiment, là, je ne pouvais pas travailler sur un événement, sur une relation qui a fini ou quoi que ce soit. Il fallait que je choisisse le décès d'une personne. Et j'ai choisi de travailler le décès de mon père. Mon père est décédé alors que j'avais 17 ans. Et quand j'ai fait la formation, ça faisait 33 ans qu'il était décédé. OK? Et pour moi, je pensais que j'avais fait le deuil. Mais je me suis aperçue que j'étais loin, mais tellement loin d'avoir fait le deuil. Et quand j'ai fini cette formation-là, là, je sais que tu vois des étoiles dans mes yeux parce que je le vois, moi aussi, que j'ai des étoiles dans les yeux. Mais à la fin de cette formation-là, on nous demandait un feedback, OK? Et on était 40 dans la classe. Puis moi, je suis passée peut-être la 22e. On va mettre ça à peu près, là. Et j'avais tellement hâte de prendre la parole. À l'intérieur de moi, ça bougeait, les pieds bougeaient. Puis là, j'étais remplie d'effervescence. C'est comme la bouteille de champagne que tu as bien brassée, là. Mais pour moi, là, cette formation-là, parmi toutes les autres, c'est celle qui m'a mis en lumière. J'étais enfin le feu d'artifice qui éclatait en plein ciel parce que j'ai osé parler de situations difficiles, de sujets qu'on croit régler par le temps,
mais le temps ne règle rien du tout. Parce qu'on fait juste mettre en dessous du tapis nos désagréments. Puis à force de marcher sur le tapis, ben, on marche sur nos sentiments, on marche sur nos émotions et on marche sur notre cœur. Tu sais, Qu'est-ce qui fait que tu dis que ce deuil-là, il était pas... tu l'acceptais pas à 100%? Qu'est-ce qui fait ça? Mais c'est pas que comme je te dis, moi, j'étais convaincue avant de faire la formation que j'étais dans un processus de deuil résolu. OK? Puis, c'est à l'intérieur même de la formation. Maintenant, on travaille en sous-groupe. On était, mettons, 6 dans le sous-groupe. Puis moi, il y avait la titulaire du cours qui était dans le groupe. OK? Puis quand on faisait un échange, puis dans le fond, c'était de parler de la personne décédée. Puis moi, je parlais de mon père comme, il est alcoolique, il est colérique. À chaque fois qu'il venait, c'est la chicane. Puis tu sais, j'en voulais un peu que la dernière fois que je l'ai vu, il nous avait descendu comme ça se peut pas. Toi, t'es juste un... Mais 3 petits points de ça. Toi, t'es juste de ça. Puis à moi aussi. Puis là, c'est avant même de faire la formation qu'il a fait ça, là. J'avais 17 ans. Puis quand il m'a dit, toi, t'es juste une... Je l'ai dit, de ça, j'ai dit, ben, moi, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Tu me connais pas. Comment tu peux parler comme ça? Puis je me souviens, là, j'ai pas dit sur ce ton-là, j'avais bien de la vibration Oui, j'avais bien de la vibration à l'intérieur de moi, mais la voix toute tremblante, mais j'ai réussi à lui dire ça. Et mon père est décédé 2 jours après. Tu sais? Fait que je lui en voulais d'avoir utilisé ces propos-là, d'avoir dit des choses qu'il ne savait pas de moi. Et j'étais comme prise dans cette zone que nous, on appelle de victime. Donc, de tourner en rond dans ce qui nous fait pas du bien, puis d'être pauvre de moi. Il a parlé comme ça à la fin, puis tu sais. Puis là, la titulaire a dit, quand on est revenu en grand groupe, elle dit, je sais pas comment ça s'est passé dans vos groupes, mais moi, dans mon groupe, il y avait un peu de personnes qui étaient dans la victime. Puis moi, c'est un concept que j'ai longtemps eu de la misère à comprendre. C'est quoi la victime, tu sais? Fait que je suis retournée la voir, puis là, je lui ai dit, Louise, est-ce que quand tu as dit qu'il y avait des gens dans le groupe, dans le sous-groupe qui faisaient partie des victimes, est-ce que je faisais partie des victimes? Fait qu'elle m'a fait, ouais. Et là, j'ai compris. J'ai compris c'était quoi être victime. Donc, c'était de me complaire, même si c'est du négatif, à juste être dans le négatif de mon père. Je voyais pas le positif, tu sais, à ce moment-là. Mais je peux te dire qu'à la fin de la formation, un moment donné, il y a eu des exercices, tout plein d'exercices qui nous ramènent en contact avec la personne et qui nous amènent aussi à voir les points positifs de la personne, OK? Fait qu'un moment donné, j'avais mon cahier de notes un peu comme toi, puis là, je le serrais contre moi, puis j'avais pu l'appeler papa. Et pour moi, c'était tellement précieux parce que je ne m'étais jamais permis de l'appeler papa parce que je me sentais illégitime de l'appeler papa. J'ai pas eu de relation avec lui. Mais là, c'était précieux. Plus jamais, là, tu pouvais m'enlever mon cahier. Là, fait il y a eu plein de choses à travers cette formation-là qui m'ont remis dans la lumière. Pour moi, avant de faire cette formation-là, j'aurais jamais pensé que je me serais spécialisée en traversée sur le deuil. Jamais, jamais, parce que dès qu'il était question de deuil, j'étais en larmes. Je m'effondrais. Et dès qu'il était question de deuil, pour moi, ce que ça ravivait à l'intérieur de moi, c'était le puits sans fond. Le vide, la mélancolie, la tristesse. C'était vraiment un puits sans fond où je me sentais toute mon énergie qui s'en allait vers le fond. Mais à travers cette formation-là, je l'ai dessiné, ce puits-là. OK? Avec une petite fille qui était assise sur le puits, puis elle m'a à force de dessiner, mon fond de puits s'est transformé avec un gros œil à l'intérieur qui regardait. Puis tout autour du puits, là, il y avait des prises qui s'installaient qui me permettaient de ne plus être dans un puits sans fond, mais d'avoir des ressources pour m'en sortir. Tu sais, je te dis, ça a été vraiment magique, là. Je pense à ça, là, puis je revois toutes les activités que j'ai faites. Ça fait OK, ça m'a permis vraiment de sortir. C'est quoi que tu dirais pour une personne là, qui vit un deuil? C'est comment que tu sais, oui,
je suis encore en deuil ou j'ai passé à travers ça? Mais je te dirais qu'il y a des indicateurs qui vont démontrer que la personne, elle va être facilement émotive quand elle va penser. Comme hier, je faisais du réseautage, puis une personne qui est venue me parler, elle dit, quand tu as parlé de traverser du deuil, elle dit, je me suis tout de suite vue en lien avec le deuil de mon père. Mon père est décédé, puis dès que j'en parle, il y a de l'émotion. Mais j'ai d'autres choses à régler avant de travailler ça. Oh, Tu sais, puis souvent, c'est quelque chose qu'on va mettre, on va dire, ah, j'ai d'autres choses à faire avant de faire ça. Mais moi, j'ai tendance à dire, tu devrais t'occuper de ça en premier oui. parce que c'est ce qui t'enlève beaucoup de freins, c'est ce qui t'emmène dans la légèreté, dans la liberté, puis tu vas être plus apaisé de faire le processus de deuil tout de suite que de le faire dans 5 ans, 10 Oui, ans. c'est Là, clair. tu sais. Puis sais-tu que... Parce que là, tu parles de... Si quelqu'un qui vit un deuil, qui a de l'émotion qui monte, mais ça veut pas nécessairement dire que tu vis mal le deuil. Tu peux être quand même émotif, mais bien vivre avec ça. Oui, en fait, mais moi, je te dirais, attends, comment te répondre pour que tu peux penser que tu vis bien le deuil. Tu sais, comme moi, là, je te dis, je pensais que j'avais vraiment bien résolu le deuil. Mais par ma réaction, quand quelqu'un me parle d'un deuil, tu sais, j'allais à des funérailles, puis il y avait quelqu'un qui faisait un hommage au décédé que je connaissais pas, puis je pleurais comme si c'était mon proche, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus dans cette intensité-là. Je pleurais, en fait, je me suis aperçue que je pleurais les deuils que j'avais pas faits. Mhm. OK? Ouais, je comprends. Puis pour moi, juste de penser, tu sais, comme ma belle-mère quand elle est décédée, juste repenser à cet événement-là, quand ma belle-mère est décédée, ben, on allait à son chevet, il fallait lui émecter la bouche. Puis je me souviens, je suis rentrée au centre, j'étais comme là, puis je suis sortie, j'étais rouge, le nez comme un chou-fleur, puis les yeux enflés, bouffis. Je me suis regardée dans le miroir, je me reconnaissais même plus à tel point. Puis tu sais, j'avais tellement gardé tout ça ici au niveau de la gorge. Pour moi, c'était impensable d'être là quand quelqu'un décède. Je peux être là avant, je peux être là après, mais je peux pas être là pendant. Tu sais, puis ça l'a transformé. Mais ça l'a transformé parce que j'ai fait des pas. Tu sais, souvent, on va le ressentir à l'intérieur de soi. Notre tête peut dire que le chemin est fait, qu'on a fait notre deuil. Mais à l'intérieur de soi, on va sentir une légère contraction. Et c'est d'être à l'affût de ces légères contractions-là. Quand tu vis quelque chose, est-ce que c'est une contraction ou une expansion? Si c'est une expansion, OK, tu es dans la bonne voie. Mais s'il y a moindrement une contraction, il y a peut-être quelque chose à regarder. Puis si le deuil, mettons le deuil de mon père. Mais mon père, dans le fond, ça m'a donné comme impact dans ma vie, le manque de relation à mon père, que je cherchais l'approbation du regard des hommes. Ouais. Puis pas juste les hommes de mon âge, mais les hommes plus âgés, là, surtout les figures paternelles, entre guillemets, cherchaient à avoir leur approbation. Tu sais, fait que si j'ai pas leur approbation, ben là, c'est tout le travail qui va à l'inverse sur moi, tu sais, de la dévalorisation, l'infériorisation, tu sais, vouloir être parfaite aux yeux des autres, tu sais, parce que pour moi, c'est important d'avoir l'amour de l'autre, tu sais. Mais c'est tous des petits indicateurs que mon deuil n'était pas résolu. Ouais. Puis est-ce que toi, si je reviens à cette émotion-là, là, face à ton père, est-ce que tu ressens quand même une certaine émotion face à ça ou t'es aucune émotion? Aujourd'hui, je te dirais que j'ai une émotion de gratitude aujourd'hui, de reconnaissance. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis capable de voir quel a été l'héritage de la relation à mon père, à moi, même si j'ai pas eu de relation plus qu'il faut avec lui. Oui, c'est ça. Ben, c'est un peu ce que tu disais. Tu es capable de voir le côté positif de tout ça malgré ce qui est arrivé. Oui. Parce que là, on parle de deuil. OK, là, on parle de deuil par décès, mais mettons qu'on élargit le deuil à une perte d'emploi, à une faillite, à une bonne chicane, aux enfants qui quittent la maison, par exemple, une rupture amoureuse, un décès. Bien, chacun des événements, tout ce que tu vis,
sur le moment, est difficile. Des fois, on a de la difficulté à voir plus loin. Des fois, on a de la difficulté à faire confiance. Des fois, on est dans le chaos, dans la confusion. Mais qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce que j'en retire par après. Puis même au début là, d'un deuil, on pourrait toujours se dire qu'est-ce que j'ai de spécial en lien avec cette personne-là. Tu sais, comme mon père, encore là, à travers la formation sur le deuil, on nous faisait faire un exercice qu'il fallait avoir amené un objet qu'on n'aimait pas, qui représentait ce que je n'aimais pas de la personne. OK. Puis moi, ça a été facile. Ça a été une bouteille de boisson. Ouais. OK? Puis un objet de ce que j'aimais de mon père. OK? Et cet objet-là, dans le fond, l'objet que j'aimais de mon père, là, j'ai eu de la misère à trouver c'était quoi. Ouais. Je voyais pas qu'est-ce que je pouvais avoir aimé de cette personne-là, sincèrement. Là. Puis j'avais eu les consignes avant de faire la formation, comme 1 mois avant de faire la formation. Fait que j'étais un mois... je voyais pas en tout. Puis moi, je faisais la formation à Gatineau. J'habite à Montréal, mais cette année-là, la formation, elle se donnait à Gatineau. Puis j'ai été hébergée par une amie et son conjoint faisait la formation avec moi. Puis c'est en déjeunant le matin, le premier matin qu'on devait faire le cours. OK. Puis là, on parlait de tout et de rien. Puis elle me disait, mais tu sais quoi, dis-moi, mon père, j'ai pas toujours eu une relation facile avec mon père. Mais ce qui m'a laissé en héritage, c'est la fumée. Fait que je dis, la fumée? Explique-moi donc pourquoi la fumée. Mais il dit, mon père était pompier. Et moi, ça a développé la passion d'être pompier également. Donc, ce qui nous rejoint, c'est la fumée. C'est OK, je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Fait que je vais regarder de cet aspect-là. Fait que mon père, il travaillait dans une raffinerie d'or et d'argent. OK. OK? Et là, ce que j'ai amené comme objet qui représentait ce que j'aimais de mon père, ça a été un 2 $. Parce que le 2 $, tu as la couleur argent et tu as la couleur or. Ouais. Et ce que j'ai dit à travers la présentation, c'est que j'ai dit que ce que je recevais comme héritage de mon père, c'est sa persévérance, sa détermination et son engagement. Parce que mon père, il était extrêmement fier de dire qu'il faisait des doubles à la shop. Oh, j'ai fait des doubles, j'ai fait 3 doubles cette semaine, j'en ai fait 5. Pour lui, là, le travail, là, c'était excessivement important. Il était hyper impliqué, déterminé, persévérant. Fait que c'est ça qui fait que j'ai sorti comme ça, comme héritage. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que en plus, t'as pas eu une grande relation avec ton père. Ouais. Fait que des fois, on a l'impression que c'est encore plus difficile, puis sûrement que ça l'est, là, de trouver une genre de qu'est-ce qui peut être positif face à ça. Exactement. Mais tu as réussi quand même à aller chercher ça puis d'y croire pour vrai aujourd'hui de cet aspect-là. Aujourd'hui, je te le dis avec le sourire, mais à ce moment-là, quand je les ai présentés, j'étais quand même émotive parce que, tu sais, c'est toutes des choses que tu prends conscience à travers le processus. Tu sais, combien de fois il y a des gens qui viennent en accompagnement avec moi puis qui me disent « Hey, Claudine, ce que je te dis là, c'est la première fois que je le dis. Ou c'est la première fois que j'en prends conscience. » Tu sais, déjà d'en prendre conscience, ouf, ça ouvre le champ des possibles. Oui. Tu sais, j'ai une cliente, j'anime des retraites à peser la deuil, puis j'ai une cliente qui a 76, 77 ans qui vient faire le deuil d'un proche qui est décédé. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans la retraite, elle me dit « Claudine, elle me dit, je fais pas tout le deuil, le processus du deuil en lien avec la personne que je t'ai inscrit. Je fais le processus du deuil de ma petite fille qui a vécu seulement 3 semaines, 1 mois. » Ah ouais. Puis, au fur et à mesure qu'on faisait le processus, elle me dit, mettons, quand on s'est présenté tout le monde, il y a des gens qui lui ont demandé si elle avait des enfants. Puis elle a dit non, j'ai pas d'enfants. Et moi, ça fait ouch, ça fait ouch. Je trouve ça me fait mal de savoir qu'elle a eu un enfant puis qu'elle dise qu'elle n'a pas eu. OK? Fait que maintenant, elle me demande un échange en privé. Puis je partage avec elle que ce qui me touche le plus, c'est qu'elle dise qu'elle n'a pas eu d'enfant. Fait que c'est plus simple à dire. C'est plus simple à dire. Elle n'a pas de justification à donner ou quoi que ce soit. Mais pendant qu'elle ne dit pas qu'elle a eu un enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cultive la culpabilité.
Parce que, en fait, c'est parce qu'elle a pris un médicament pendant qu'elle était enceinte qui a eu un effet néfaste sur la santé du bébé. Fait qu'elle se sent hyper coupable, hyper responsable du décès de son enfant. Fait que pendant toutes ces années-là, elle ne l'a pas dit, mais cette culpabilité-là, elle a pris beaucoup de place dans sa vie. Vraiment beaucoup, beaucoup de place. Et le fait de l'avoir dit, elle l'a dit même au groupe, là, dans sa grande émotion, puis je te dis, elle a crié qu'elle était maman d'un enfant, avec toute la charge émotive qui est sortie avec. Mais ça, c'est tout le chemin qu'elle a fait avec moi. Puis je te dirais que ce qui aide beaucoup, c'est de se sentir écouté, entendu, dans le respect du rythme, accueilli dans ce qu'on vit, sans qu'on ait de jugement ou de peur du jugement, sans qu'on ait de conseils, de suggestions, de commentaires, mais entendu pour ta vérité, pour qu'est-ce que tu as déposé de précieux avec moi. Puis moi, je dis souvent, c'est des précieux. Moi, je me sens vraiment comme l'héritière de fabuleux précieux, qu'on partage. Oui, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, le côté de que ce soit une fausse couche ou un enfant que tu perds très jeune. Selon toi, là, est-ce que la personne que tu as côtoyée, que tu as coachée, est-ce qu'elle continue de dire qu'elle a un enfant ou un moment donné, elle l'a dit, ça a été dit, elle a vécu ses émotions, elle s'est libérée, puis après ça, elle n'a plus besoin de dire ça. Mais je pense qu'elle s'est permis de le dire. Je pense que ça leur a ouvert la conversation avec son conjoint. Sincèrement, là, ça a eu des beaux impacts dans sa vie. Puis, moi, ce qu'elle m'avait dit, à partir d'aujourd'hui, je vais dire que j'ai été mère. Parce que elle a porté la vie pendant 9 mois dans son ventre. Elle a accouché. Et son bébé est né, elle a eu le privilège de le tenir quand même dans ses bras. Ouais. Puis tu sais, même si tu fais une fausse couche, tu as porté la vie en dedans de toi. Tu l'as peut-être senti bouger, ton bébé. Tu avais des rêves, tu avais des projets en lien avec ta vie de famille. Est-ce que c'est le premier bébé, le deuxième qui vient être le grand frère, le petit frère ou la petite sœur? Tu sais, il y a un impact. Puis ce que je sais, c'est que presque toutes les personnes qui ont subi un avortement, par exemple, une fausse couche, ont en mémoire la date que c'est arrivé. Puis l'enfant aurait tel âge aujourd'hui. Tu sais, fait que ça laisse des marques. C'est important. Puis c'est tellement pas des sujets qui sont discutés. Non, c'est pour ça que je trouve ça le fun que t'en parles. Puis je veux pas sonner un mononcle ou mal dit, mais tu sais, mon frère, il a perdu 2 enfants, comme ça. Tu sais, il y en a une qui a été accouchée, puis ça a duré, je pense, 24 heures, mettons, là. Mais moi, là, mon frère, il a 2 enfants. Aujourd'hui, je sais plus trop, ils ont quel âge, 6 ans puis 10 ans, mettons. S'il me dit j'ai 4 enfants, on dirait que moi, là, de l'extérieur, je trouve ça pas bizarre, mais on dirait que je comprends pas, tu sais, qu'ils disent qu'il y a 4 enfants. Moi, j'ai jamais vécu cette situation-là. Mais c'est sûrement pour ça que je comprends pas. Mais tu as sûrement des gens dans ton entourage qui ont eu une grossesse ou un couple qui attend un bébé. OK? Fait que juste dans la préparation de la naissance à venir. Ben oui, il y a plein de choses. On a parlé, on a présumé du sexe. Maintenant, aujourd'hui, on peut le savoir, mais le nom, le poids, quand est-ce qu'il va arriver, il va ressembler à qui, va-tu avoir les traits? C'est ça, la chambre, puis les projets, tu sais, il y a de l'attachement avant même que le bébé soit là. Ouais. Dès que tu as la nouvelle, il y a l'attachement. Dès que tu décides de faire un bébé ou qu'il arrive par surprise, il y a de l'attachement qui est là. Mais l'attachement, là, ce qui fait qu'un deuil, et là, je trouve ça super intéressant ce que je vais t'amener. Ce qui fait qu'un deuil a de l'impact sur nous, que ça va être facile ou moins plus difficile de vivre le deuil, c'est justement cet attachement-là. Cet attachement-là est différent d'une personne à l'autre. Fait que tu peux vivre 10 décès dans ta vie, il y en a 2, 3, tu les vivras pas de la même façon. Tous les deuils sont vraiment tous différents.
dans ta façon de vivre les deuils. Ouais, Puis là. ça, c'est le degré d'attachement. C'est la relation. Tu sais, si le deuil se fait... Si la relation, elle imprègne nos sens, Mhm. mais le décès aussi passe par tous nos sens. Mais Tu c'est sais? ça, je comprends ce que tu dis, c'est que ça dépend quand même de l'individu qui vit ce deuil-là. Ben oui. Peut-être que, exemple, mon frère, il a pas besoin de dire ça, puis il vit très bien avec ça. Oui. Puis peut-être que sa conjointe a besoin de dire ça, puis elle veut parler de ça. Ben oui. Puis les deux, c'est bon pour... Dépendamment comment ils vivent Exactement. le deuil. Ouais, Tout ouais. est bon. Tout est bon. C'est comme je te reviens, est-ce que ça va une contraction à l'intérieur de moi quand je pense à, ou puis que ça m'empêche d'aller de l'avant? Parce que moi, les deuils, c'est plusieurs petits serpents. Je les appelle les petits pernicieux qui font leur travail invisible. On ne sait pas tant qu'on n'ouvre pas la trappe. Tu sais, tu vas ouvrir la trappe, tu vas dire, OK, il y a un serpent, ou il y en a 20, ou il y en a 50. On ne sait pas. Fait que c'est très pernicieux. Puis on ne sait pas où ils vont aller faire leur ravage. Mais quand on ose s'offrir un accompagnement, je te donne un exemple. J'ai quelqu'un qui vient me consulter parce que son chat est décédé. Mhm. Mais pour elle, c'est une peine d'amour. Ce chat-là occupait, malgré qu'elle a d'autres chats, ce chat-là, spécifiquement, elle avait une relation vraiment très proche avec ce chat-là. Et quand on a travaillé le décès de son chat, ben, un moment donné, j'ai juste posé la question, est-ce que tu peux me parler du premier deuil que tu as vécu? Mhm. Et là, ça me touche de te le dire, elle m'en a parlé. Mais en fait, la difficulté qu'elle avait de vivre le décès de son chat était en lien avec le premier deuil qu'elle a vécu. Qu'elle s'était pas autorisée de pleurer, qu'elle n'avait pas autorisé de dire sa peine, tu sais, parce qu'elle avait, je pense, 5 ans. Ouais. Puis pendant qu'on faisait le parcours du deuil qu'on a commencé avec le chat, on a travaillé le deuil d'une personne significative dans sa vie alors qu'elle était jeune. Et à l'intérieur de ce processus-là, sa mère était en fin de vie. Fait que le fait qu'on a pu travailler tout ça, ça l'a rendu son parcours avec le deuil de sa mère beaucoup plus facile. Mhm. Tu sais, elle était présente d'une façon différente que si elle n'avait pas travaillé le deuil. Fait que souvent, puis moi, je trouve que c'est une de mes grandes forces. Tu sais, moi, je propose des cafés connexion aux gens pour qu'ils puissent au moins échanger avec moi pendant 30 minutes. Et pendant ce 30 minutes-là, je te mens pas, là, je suis capable de voir où ça a coincé. Ça, pour moi, c'est le passé. Je suis capable de voir un nœud ici, un nœud là, un nœud là. On va faire ça. Ça va donner ça comme résultat. J'ai comme une clarté. Ça dure pas longtemps, là. Ouais. C'est un 5-10 secondes. Ça devient... C'est comme un chemin, là, puis ouf, c'est éclairé, j'ai la lumière au bout, puis c'est ça qu'on... Tu sais, mais c'est pas nécessairement le plan de match qu'on prend, parce que moi, quand je travaille avec mes clients, c'est vraiment dans le moment présent. Comme toi, aujourd'hui, on est dans le moment présent, tu rebondis avec ce que je dis. Mais avec mes clients, c'est la même chose. Puis ça peut être, on ouvre la caméra, ben là, je sais pas trop quoi te dire aujourd'hui, mais je vois quelque chose où on accroche un mot. OK, on va travailler avec ça. Je redis encore des précieux. On récolte des précieux à chaque rencontre. Les gens disent « Oh my God! » Puis tu sais, j'ai aussi la facilité de suivre ce que mon corps me dit que je dois te dire. OK? Il y a des fois, là, je me mets à parler, puis je sais que c'est un message qui part pas de mon rationnel, qui part de mon cœur à mes lèvres pour que la personne... l'entende et fasse un cheminement dessus. Puis des fois, ça va être juste une vibration qui est là, puis OK, là, tu sais, je fais ça parce qu'une des dernières rencontres, je faisais un peu ça sur ma chaise, là, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, tu as besoin de bouger en ce moment. Ce mouvement-là ne m'appartient pas. Tu as besoin de bouger en ce moment, puis tu as besoin de faire des micro-mouvements pour pouvoir libérer quelque chose qui reste pris. Puis là, j'ai dit, je sais pas si ça fait du sens pour toi. Elle dit, si tu savais comment ça fait du sens pour moi. Elle m'a remercié de pouvoir écouter mon corps comme ça pour lui donner les messages que je recevais à travers mon corps aussi. Ouais, ben c'est une forte intuition aussi, là, c'est sûr. Ouais. Puis ça serait quoi les stades du deuil? Ben, il y a quand même des étapes du deuil, mais je te dirais, principalement, moi, je travaille pas avec les étapes du deuil. OK. Mais c'est sûr... Pourquoi? Parce que dans le fond,
ton corps qui te parle. Tout se passe par ton corps, par tes sens, par qu'est-ce qui te manque, par comment tu t'es jugé. Mettons, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'ai pas été assez présent ou présente, j'aurais pas dû lui dire ça, ma relation serait peut-être différente. Ou, tu sais, fait que c'est toutes ces pensées-là qui t'occupent. Mais oui, il y a il y a les 7 étapes du deuil. Ou 6, là, mais là, je ne sais même pas si je vais te dire dans l'ordre. Mais c'est sûr que le choc, hein, le choc d'apprendre la nouvelle, après ça, il peut y avoir le déni, mais je ne suis même pas sûre de te mettre dans l'ordre, OK? Le choc, le déni, il va y avoir la peine, la tristesse et tout ça, tu sais, d'être là-dedans. Après ça, ça va être un peu négociation, tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Tu sais, des fois, les gens peuvent dire, il pourrait me prendre à la place. Tu sais, c'était moi qui devais partir le premier. Souvent, dans les couples de personnes âgées ou plus jeunes, tu sais, même moi, mon mari dit hey, « moi, il faut que je décède avant toi parce que toi, dans tes affaires, je me retrouverai pas là-dedans. » tu sais. Je dis « Ah, dis pas ça. » Mais tu sais, il y a cette forme de marchandage-là. Puis après, il va y avoir comme la résilience et puis l'acceptation, célébration. Tu sais, c'est un processus. Moi, j'aime mieux passer par mes propres étapes. Ouais, c'est ça. Mes propres étapes à moi, je vais te dire vite. Donc, c'est le corps-cœur. C'est un nouveau mot que j'ai inventé et qu'on peut utiliser à outrance. Corps-cœur, pourquoi? De revenir dans ton corps. Parce que dans ton corps, tu as tous les messages. Corps-cœur, cœur-émotion. Les deux sont reliés. Tout ce que tu vis se passe à travers ton corps. Que tu sois triste, que tu sois joyeux, que tu sois euphorique, que tu sois peureux, que tu sois... tout passe dans ton corps, OK? Fait que moindrement qu'on est dans le corps-cœur, on vient de faire un pas. Ma deuxième étape, c'est d'être à l'écoute de toutes tes pensées qui circulent dans ta tête. Donc, pour les croyances. Parce qu'il y a énormément de croyances et les croyances s'installent quand on est jeune. Vraiment jeune. Et les croyances, c'est qu'on les croit comme des pures vérités. Fait qu'on va tout faire inconsciemment pour donner vie, vérité à nos croyances. Ouais. Puis moi, j'aime bien m'amuser avec les chiffres. Sûrement que tu le sais, mais tu sais-tu combien d'idées nous circulent dans la tête inconsciemment tous les jours? Idées ou pensées? Idées, pensées. Pensées 60 000? Oui, 70 à 90 000. Ouais, OK? Mais encore des statistiques. 80 de ces pensées-là sont inconscientes. Ça en fait un lot là, qui tourne tout seul. 80 sont limitantes, dégradantes, négatives envers soi. Fait que quand tu sais ça, bien là, OK, on va travailler les croyances qui sont limitantes. Être fait fort, que le temps arrange des choses, que je dois m'organiser tout seul, que j'ai peur d'être un fardeau, tu sais. Fait que tout ça, c'est des petites limitations. Fait que pour moi, ça, c'est ma deuxième étape. Okay. Ma troisième étape, c'est la zone de confort. Est-ce que je suis dans une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça? Ouais. Si je suis dans une zone de confort qui me fait du bien, allez-y, je vous encourage à continuer la zone de confort. Mais si je suis dans une zone de confort qui n'est pas confortable, mais il y a des questions à se poser pour sortir de cette zone de confort-là ou mieux choisir d'y rester, mais en étant en connaissance de cause. Mais je pense qu'il est dur, autant la croyance que ta zone de confort, c'est d'être conscient de ça me fait quoi. C'est toujours conscient. Exactement. Oui, mais c'est dur de prendre conscience de ça. C'est ça, mais quand je dis c'est toujours conscient, c'est pour moi, c'est la première... tu sais, on parle d'étapes de transformation. Colette Portelance, j'ai fait mes formations à l'école de Colette Portelance au départ, puis ma formation de neurosciences avec l'Institut des neurosciences appliquées. Mais dans le processus de transformation, puis maintenant, je l'ai intégré, je le comprends parfaitement, c'est que tu ne peux pas rien modifier que tu n'as pas d'abord pris conscience. Non. Fait que c'est au même titre que si je veux rentrer dans votre édifice, si j'ai pas la clé de la porte d'entrée puis que le système d'alarme est mis, je peux pas rien faire. Là. Fait que la prise de conscience, c'est exactement la même chose. Parce qu'une fois que tu as pris conscience, tu peux aller partout, tu peux choisir de travailler ce qui est important pour toi. Puis c'est la même chose pour toutes, là, parce que même mon autre étape, c'est le cadre. Le cadre pour notre capacité à mettre clairement nos limites. Est-ce que dans le deuil, je suis capable de mettre mes limites? Je veux pas de visite aujourd'hui parce que je me sens pas assez forte. Tu sais, parce que des fois, les gens sont comme épuisés. Même après un congédiement, mettons, après une faillite, tu vas avoir un manque d'énergie dans ton corps.
OK? oui. Fait qu'il faut être à l'écoute de nos signaux. Mais peut-être qu'on ne sera pas capable de dire non, finalement, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui parce que je suis vraiment à terre, j'ai besoin de refaire mon plein d'énergie. Tu sais, fait que de voir quel est notre rapport aux limites, mais souvent, on a de la difficulté à mettre nos limites parce qu'on ne sait pas de quoi est composé notre territoire. Ouais. Fait que ça, tous ces thèmes-là, je fais au moins 2 heures d'habitude par thème, OK? Fait que je te dis, après ça, c'est le changement. Fait que les gens vont dire, ah ben, pourquoi changer? Puis là, je reviens avec, moi, il y a 9 définitions que j'utilise avec le changement, mais il y en a une, entre autres. Je vais changer parce que je suis tannée d'être à contre-courant. Puis j'ai un client qui me l'a parfaitement illustré. Il dit, là, je t'ai écœuré, là, ce que je vais te le dire comme il l'a dit, OK? Je t'ai écœuré de nager à contre-courant dans une rivière remplie de M et d'avoir la gueule tout grande ouverte. OK? C'était puissant comme Quand image. même, ouais. Là, je dis, oh, wow, c'est révélateur, hein? À quel point tu as le goût de changer parce que là, tu veux plus manger ça, là, directement, là. Ouais. Il dit oui. Ah, wow. OK? Fait que c'est important de comprendre qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer, puis qu'est-ce que j'ai à gagner à changer également. Puis mon autre étape, c'est la conviction, d'apprendre à lâcher prise, de faire confiance que notre sagesse à l'intérieur de soi, c'est ce que notre raison ne sait pas. Ouais. Puis ça, trop souvent, on veut passer par la raison. On veut comprendre, on veut être dans le contrôle, mais quand, là, tu as vu, j'ai fait ça avec mes mains, là. Ça éteint le contrôle, ça squeeze. Mais si tu passes par ton intuition, c'est le mouvement inverse, ça ouvre quand on passe par ici. Puis on a toutes nos réponses à l'intérieur de nous, toutes. Mais quand on cherche trop à vouloir savoir par où ça va rentrer, par comment ça va se faire, puis tout contrôler, tu ne donnes pas place à ton intuition. Et l'avant-dernière, la dernière étape que moi j'utilise avec mes clients, c'est la créébration. 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 Et là, je dis, vous pouvez l'utiliser à outrance parce que mon objectif, c'est que ce mot-là se retrouve dans le dictionnaire avant que je décède. On a encore plusieurs années. Fait que la créébration, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes les étapes, même dans le deuil, c'est qu'on peut choisir de créer notre vie qui nous ressemble. Excuse-moi, de faire la place à la personne décédée ou à l'événement pour qu'est-ce qu'il est, de le célébrer aussi, donc de créer et de célébrer. De célébrer les petits pas que l'on fait, les minuscules, les microscopiques pas que l'on fait, autant que les gros, les énormes. Tu sais, on n'a pas besoin de juste célébrer les mariages, les naissances, les baptêmes, les divorces pour ceux que ça fait du bien, mais on célèbre tout aussi. Oui, puis ça, c'est un aspect qui est souvent oublié, là, de célébrer nos petites réussites. Oui. Parce qu'on dirait, je sais pas pourquoi, là, j'ai l'impression que c'est tellement facile qu'on a l'impression, en tout cas, que c'est facile, qu'on dirait que ça vaut pas la peine de célébrer. T'sais. Mais pas à la peine, mais on reconnaît pas que c'est un pas. Mettons là, que tu es assommé par un deuil, une épreuve, OK? Puis là, tu es étendu sur ton divan, puis j'ai pas l'énergie d'aller me chercher un verre d'eau. OK? Mais qu'aujourd'hui, j'ai été me chercher mon verre d'eau. Wow! J'ai réussi aujourd'hui à aller me chercher mon verre d'eau. Hey, je suis fière de moi. Puis demain, je sais pas, j'ai passé du temps assis à mon bureau, 10 minutes, au lieu d'être allongé dans mon divan. Hey, c'est toute une célébration, ça aussi. J'ai réussi à faire mon 10 minutes. Puis, tu t'es payé un bon bain. Tu as relaxé dans le bain pendant 1 heure de temps. Wow, ça fait du bien. Puis là, au lieu de prendre un repas congelé dans ton congélateur, puis le faire chauffer au micro-ondes, tu as choisi de te faire une petite soupe. Mais ta soupe, elle te fait du bien. Encore là, c'est réconfortant. Puis là, tu continues ta journée, puis tu dis, ah ouais, j'appellerais bien Francis. Je pense que Francis, ça me ferait du bien de lui parler. Puis là, elle prend le téléphone, puis elle t'appelle. Ah, une autre réussite. Mais c'est ça, c'est... Puis je le sais, puis tu sais, moi-même, même si c'est pas en lien avec un deuil, je veux faire ça de plus en plus, que ce soit des gratitudes, peu importe comment on les appelle. Là. Mais j'ai écrit, puis je suis conscient quand même que c'est difficile. Là. Ce que j'écris naturellement,
c'est ce que j'ai fait de plus, entre guillemets, wow, dans la journée. Mais ça ne devrait pas, là, tu sais. Théoriquement, il y a plein de belles choses qu'on fait là, d'une journée. Là. Ben oui. Puis souvent, je donne comme truc aux gens quand je fais des conférences ou des présentations ou de l'accompagnement. Puis je suis souvent appelée comme experte aussi dans des programmes, justement pour les croyances. Puis je vais dire... en fait, il y a 2 moments de la journée qui sont hyper importants puis qu'on devrait avoir des routines, OK? Tu as le 20 premières minutes de ta journée que tu dois passer dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la pure expression de ton âme. Fait que tu passes, en te levant, 20 minutes à faire quelque chose qui te fait plaisir, qui va agrandir cette joie-là à l'intérieur de toi. On s'entend-tu que tu es en train de donner une fichue bonne direction à ta journée? Ouais. Hein? Puis, mettons que je te pose la question pendant que je prends un verre d'eau, qu'est-ce qui te met en joie, toi, le matin? Plein de choses, mais que ce soit de la musique, de manger, de jouer avec les enfants, d'aller même dehors. C'est rare que je fais ça, mais je sais que ça me procure de la joie. Danser, il y en a plein. Oui, t'en as nommé plein. Puis il y en a que c'est de la méditation, du yoga, de la Aussi, lecture, de l'écriture, écouter les oiseaux. Si tu as un animal de compagnie, ça procure énormément de joie. Fait que, tu sais, puis ce que j'ai le goût de dire, là, oui, je vous dis, idéalement, c'est 20 minutes à tous les jours. Le cerveau refuse tout ce qui est radical. Si aujourd'hui, vous passez 0 minute dans la joie en vous levant, parce qu'il y en a des gens pour qui c'est pas facile de se lever puis d'être dans la joie, mais commencez par 1 minute. Vous pouvez faire 2-3 jours à 1 minute dans la joie. Après ça, on augmente graduellement. 2 minutes, 3 minutes, pour 4 minutes, jusqu'à en arriver à 20 minutes. Puis ça peut prendre 1 mois avant que j'arrive à 20 minutes. Ça peut prendre 2 mois avant que j'arrive à 20 minutes. L'important, c'est d'y aller graduellement pour que le cerveau adhère à cette nouvelle démarche-là. OK? Mais je suis curieux, c'est quoi pour toi la joie? La joie, c'est ce qui te fait sourire, c'est ce qui te fait plaisir, c'est ce qui t'amène dans « Yes, je suis bien aujourd'hui, j'éprouve de... » Tu sais, la joie, qu'est-ce qui t'amène dans la joie? Qui te procure une certaine forme d'adrénaline positive, là, que tu as le goût de monter les montagnes. Ouais, parce que je te pose la question, parce que je prends moi comme exemple. Ouais. Moi, mettons, moi ou ma blonde, on va se lever quand les enfants ils se réveillent. Fait que, mettons, plus ou moins 6 heures. Puis là, on dirait que la journée commence quand même rapidement, entre guillemets. Là, on va déjeuner, on va s'habiller, il y a plein de petites affaires du matin à faire. Que je me questionnais dans la joie, dans le sens je fais pas nécessairement une activité dans la joie, mais je ne suis pas non plus... me lève un matin. Là, t'es dans un espace routine. Puis je trouve ça super bon ce que tu apportes. Il est fortement recommandé de commencer avec 20 minutes de joie. Mais si tu commences ta journée avec la routine des enfants, moi, ce que je te conseille, c'est qu'une fois que la routine des enfants est passée, de t'accorder du moment juste pour toi, où tu vas prendre des plaisirs, les plaisirs qui te font vibrer. Pour moi, entre autres, il y a un plaisir que je vais dire qui peut faire sourire des gens. Mais un plaisir que j'ai, c'est quand mon mari part faire du ski ou part faire une activité avec ses amis. Et là, je te le dis, je le sais ici, là. C'est que j'ai la maison à moi toute seule. Ça me fait tellement de bien d'avoir la maison à moi toute seule. Là. Ça fait wow! Parce que quand je me suis rendu compte de ça, je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir une journée par semaine où je vais avoir quand même un bon 8 heures où je suis toute seule à la maison. Tu sais, parce que dans ce moment-là, c'est comme l'espace où je suis avec moi, où ça résonne à l'intérieur de moi, et souvent, il y a des idées qui émergent de ces espaces-là, que, tu sais, mais au moins de t'offrir ces moments-là. Tu sais, si tu peux pas t'offrir 20 minutes, offre-toi des 5 minutes réparties ici et là. C'est sûr que c'est fortement recommandé de commencer, mais sinon, on le répartit pour pouvoir goûter à des moments pour être bien avec soi. Ouais, puis c'est parce que souvent... veut pas dans la réalité de tous les enfants. Puis là, faut être, moi, c'est moi le matin qui vais partir à la garderie. Fait que là, je commence par la routine parce que si la routine, pour X raison, se passe plus ou moins mal,
ben là, c'est bien plus long, tout est dur. Puis là, finalement, il faut que je parte avec les enfants plus rapidement. Parce que là, tout est long des fois. Exact, exact. Fait que je fais la routine avant. Si on a le temps, oui, on joue, puis on a du fun. Mais on dirait, je peux essayer de le changer. Mais j'ai l'impression que là, un moment donné, si j'ai joué 20 minutes, puis là, après ça, whoop, faut s'en aller. Ben, l'objectif, c'est que ce que tu vas instaurer, ça perdure. Moi, tu sais, des fois, quand on regarde, qu'est-ce que j'ai fait hier pour me faire du bien? Qu'est-ce que j'ai fait dimanche pour me faire du bien? Ou la semaine passée, on s'en souvient plus. Fait que je me suis mis un petit truc. Il y a un mois, je me suis dit, je vais me faire un tableau avec toutes les... Là, j'ai comme 20 choses qui me font du bien. C'est pas obligé d'être long. Des fois, c'est une affaire qui me prend 1 minute. Des fois, c'est le bain que moi, j'adore, que je vais prendre 1 heure de temps. Fait que j'ai mis tout ce que j'ai à ma disposition qui va me faire du bien. Et je me suis fait un calendrier mensuel avec ça. Là, c'est toutes des abréviations avec des cases à cocher. Puis j'ai ma légende en bas. Fait que mon objectif, c'est clair entre toi et moi que je ne cocherai pas les 25 items ou les 20 items. Mais ce que je me donne comme engagement, c'est d'en cocher au moins 5 dans ma journée. Fait que là, ça me permet de voir, OK, est-ce que je me suis occupé de moi dans la journée avec 5 choses différentes? Ouais, c'est intéressant. Fait que ça, pour moi, je trouve ça important de pouvoir garder trace de mes progrès. Au même titre que je garde trace de quand j'ai fait de l'activité physique. Parce que je m'en souviens plus d'une fois à l'autre. Je l'ai-tu fait? L'ai-tu pas fait? OK, globalement, je l'ai fait. Mais c'est pas assez précis. J'ai besoin de voir qu'est-ce que je fais. Tu sais? Fait que si ça peut aider les gens de se faire un petit tableau comme ça, puis si jamais vous voulez avoir mon tableau, écrivez-moi, je vais vous l'envoyer. Il est vraiment le fun, il est en couleur, puis tout, là, tu sais, stimulant aussi pour que ça invite à venir cocher. Puis c'est un tableau, un calendrier intemporel, fait que tu marques tes dates toi-même, fait que t'as juste à faire imprimer, tu sais. Puis, il y a plein de belles façons comme ça de s'inspirer à prendre soin de soi aussi. Non? Oui, puis tu sais, c'est tellement important quand on traverse des deuils, des épreuves, d'avoir des moments pour soi qui nous font du bien. Tu sais, c'est... Ne serait-ce que par la respiration, j'aime bien dire, la respiration, c'est gratuit. On l'a 24 heures sur 24. Le moment où je respirerai plus, je serai plus là. On peut-tu l'utiliser, la respiration consciente? Ouais. OK? Puis la respiration consciente, qu'on la fait en continu, puis qu'on est conscient. Puis même dans cette respiration-là, je peux ajouter des mots qui me font du bien. Liberté, plaisir. Puis, tu sais, quand j'expire. Qu'est-ce que je veux expirer? La lourdeur, les doutes, les peurs. Tu sais, fait que, mettons que j'inspire la confiance, j'expire le doute. J'inspire la liberté, j'expire l'emprisonnement. Tu sais, souvent, là, je dis le mot emprisonnement, il vient de me monter un flash. Quand les gens vivent des deuils, des épreuves, des difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment. Exactement. Ils s'enferment sur soi. Et qu'est-ce qu'ils vivent? De l'isolement. Donc, l'objectif de mettre des mots, M-O-T-S, sur ce qu'on vit, M-A-U-X, avant que ça se transforme en M-A-U-X physique ou psychique, c'est de briser l'isolement. Fait que de parler à un proche qui va être capable de nous écouter. Puis ça, c'est de notre ressort de dire « Francis, j'aurais besoin de me défouler, là. Juste de me défouler, laisser sortir ce que j'ai besoin de sortir. Tu peux-tu m'offrir ton écoute sans me donner de commentaires, jugements ou de conseils, suggestions? Ça me ferait vraiment du bien. Mais déjà là, quand toi, tu sais que c'est ça que j'ai besoin, tu vas le faire. Ben oui. Ça va te faire plaisir, tu sais. Mais si demandez-le à des gens de confiance que vous savez qu'ils peuvent vous offrir ça. Mais c'est de notre responsabilité de le demander aussi. Ouais, parce que sinon, c'est dur pour l'autre personne. Des fois, tu y fais juste pas y penser. Puis naturellement, t'es soit quelqu'un qui écoute ou soit qui donne plus des solutions. Là. Fait que tu vas aller dans un des deux, celui que t'es le plus naturel. C'est ça. Mais mettons que tu vis une difficulté. Puis là, que t'arrives, tu dis, Claudine, je vis telle affaire. Ah, mais Francis, as-tu pensé à faire ça?
écoute comment ça réagit en dedans. Ah, moi, je l'ai déjà fait, puis ça... Tu sais, pour certaines personnes, ça fait juste refermer davantage, puis de dire, ah ben, ce que j'ai à dire n'est pas important, fait que je le dirai pas, je vais le garder pour moi. Fait qu'on s'en est mis des barricades comme ça, à refermer, puis en fait, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est d'apprendre à être avec l'autre, dans l'écoute, sans penser à qu'est-ce que je vais lui dire. Mais lui offrir mon écoute sincère, ma présence sincère, ma bienveillance, tu sais. Puis des fois, c'est juste un geste que ça prend. Quand quelqu'un vit un deuil, puis que tu sais pas quoi lui dire, mais dis rien. Prends-le dans tes bras. Juste ça. Dis, j'ai pas de mots, mais ça, je sais que ça fait du bien. Tu sais, puis ça fait une grosse différence pour la personne. C'est Ouais, magique. puis c'est bon parce que c'était ma prochaine question. J'allais dire, quand il y a quelqu'un qui veut un deuil, c'est quoi la meilleure chose à faire comme personne extérieure, là, quand c'est pas nous qui le vit? Là? Ouais. Ben, je te dirais, la première chose, c'est de voir comment tu te sens, toi, face à cette personne-là qui vit un deuil. Parce que si tu es capable de voir qu'est-ce que tu vis face à cette personne-là, déjà là, tu vas être en mesure d'accueillir, je sais pas, tu vis de l'impuissance ou tu as peur de réactiver sa peine si tu lui parles de son deuil. Ben cette peur-là, elle t'appartient. Ça se peut que tu projettes qu'elle va avoir de la peine, là, tu sais. Mais je te dis ça, je vais te l'illustrer par un exemple, si tu me permets. Ben oui. Maman de la campagne où j'ai grandi, elle est décédée de démence. Dans les dernières années, elle avait la démence et tout ça. Puis dans les dernières années de sa vie, principalement dans la dernière année de sa vie, elle pleurait. Mais elle essayait de nous dire pourquoi elle pleurait, mais les mots partaient, elle n'était pas capable de nous le dire, ce qui fait qu'elle était prise dans l'émotion. Et moi, mais quand j'allais la visiter, puis je la voyais dans cette peine-là, ça me faisait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Mais là, comme ça me faisait vivre quelque chose, ben j'ai demandé à maman, quels sont vos plus beaux souvenirs? De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Elle me dit, ma famille. Puis elle part à pleurer encore plus intensément. Et là, moi, je suis complètement désolée, dévastée de l'avoir encore plus dans l'émotion parce que mon intention, c'était de l'amener dans un espace où ça y ferait plaisir. Tu sais? Puis là, quand je me suis retrouvée dans l'auto avec mon mari pour revenir chez nous, là, j'ai compris. OK. Là, dans ce temps-là, quand je comprends, OK, l'oublier. Tu n'as pas été capable d'identifier ton inconfort et d'accueillir ton propre inconfort. Donc, au lieu d'accueillir mon inconfort à moi, j'ai voulu que maman vive autre chose. Ce que je vivais intensément de l'impuissance de l'avoir dans cette situation-là. Mais si j'avais tout simplement accueilli l'impuissance que je vivais, ma réaction aurait été toute différente. J'aurais pris la main de maman. Maman, je suis là. Pleurer, je suis là. Ouais. Tu sais, puis juste ça, ça aurait fait la différence. Fait que quelqu'un qui est face à une personne qui vit un deuil, une difficulté, une épreuve, mais premièrement, de voir comment ça vibre à l'intérieur de soi, puis d'être capable de s'en occuper pour ensuite dire « Je suis là si tu as besoin. » Parce que c'est un peu ça que tu dis, quand tu comprends comment tu te sens face à l'autre, peut-être que tu te sens mal, peut-être que tu te sens correct, peut-être que tu es léger, peut-être que c'est lourd. Exactement. Mais tu es capable de plus facilement aider l'autre si tu comprends comment tu te sens. Oui. Ouais. Je te donne un exemple. Mettons au travail, quelqu'un qui arrivait de burn-out, qui revenait d'un burn-out. OK? J'ai longtemps été à me dire, mais je ne sais pas quoi dire à cette personne-là qui revient au travail suite à un burn-out. À l'intérieur de moi, j'avais peur d'activer comme une culpabilité, un désir que c'est pas facile, tu sais, un sentiment que c'est pas facile de revenir. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est moi qui vivrais ça si je revenais au travail suite à un burn-out. Tu comprends? Fait que d'être à l'écoute de ce que je vivais, puis là, ça, c'est avant même de faire toutes les formations que j'ai faites
à la rencontre de moi ou quand je pose le regard sur moi, j'avais compris que c'est vraiment de la façon que je pouvais anticiper comment l'autre se sentait, qui venait comme me mettre un frein dans ma relation avec elle, tu sais. Mais dans cette situation-là, mettons qu'on prend ça aujourd'hui, là, Ouais. que tu te sentirais comme ça face à quelqu'un qui revient d'un burn-out, tu réagis comment? C'est quoi la bonne façon que tu penses? Mais la bonne façon, c'est sûrement de lui dire « Je suis contente de te voir revenir, puis si tu vis quelque chose de particulier avec ton retour que tu aimerais partager, mais je suis là. Ouais. » Parce que je suis consciente que c'est pas nécessairement facile de revenir au travail après un burn-out, puis s'il y a eu un deuxième ou un troisième burn-out, tu sais, il y a des pensées qui nous circulent dans la tête, il y a ce qu'on attend de soi côté sociétal aussi qui va nous revenir, qui nous met une pression, tu sais, mais moi, je suis heureuse de t'accueillir avec ce que tu vis, avec, tu sais, t'as sûrement des choses qui sont là en ce moment, mais sache qu'on est là pour te soutenir, t'appuyer. Plus que d'aller dans l'angle de dire « Puis comment tu vas? » Et comment tu vas? Souvent, les gens me disent « Ah, j'ai ça me faire poser cette question-là. Comment tu vas? Quoi de neuf? » Ben, quoi de neuf? Ben, Rien de neuf, ou tout de neuf, un des deux. c'est ça. Mais comment tu vas? Tu sais, Parce que même un décès, n'importe quel décès, je pense que cette question-là n'est pas optimale. N'est pas optimal parce que ça se peut que si la personne vient de vivre un décès, ben ça se peut qu'au début, ça soit le pilote automatique qui fonctionne, hein? Parce que quand on vient de vivre un décès, puis surtout que tu as la charge de tout gérer, tu sais, là, tu mets tes émotions en pause, puis là, tu es en mode gestion. Mais à un moment donné, quand tout est passé, les funérailles sont passées, les cérémonies sont passées, que la visite est partie, parce qu'au début, on a beaucoup de monde, ben, à un moment donné, oups, ça s'effioche. Effioche, c'est pas un bon mot, là, mais... Effiloche. Ça s'étiole. Mais là, tu te retrouves tout seul. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves tout seul? Là la vague d'émotions arrive. Tu sais, fait que c'est sûr que si tu m'appelles, tu dis « Salut, comment ça va? Par réflexe, on dit, ça va bien, mais en dedans, c'est tout tortillé, tu sais. Fait que tout simplement dire, OK, je t'appelle parce que c'est peut-être pas évident pour toi, mais encore là, j'ai pensé que tu avais besoin. Je suis là s'il y a de quoi. C'est ça. Si tu as besoin, je suis là. T'sais? Parce qu'il y a deux angles, je serais quand même curieux de t'entendre là-dessus. Parce que j'ai aussi déjà entendu quelqu'un, puis là, je me rappelle pas exactement c'était quoi, là, qui dit les gens qui m'appellent me disent je suis là s'il y a de quoi. Il dit oui, c'est vraiment apprécié, on raccroche, puis je l'appellerai pas, tu sais. Parce que je veux pas le déranger, je vais vivre mes affaires moi-même. Fait que, y a-tu un certain gauge à se dire lui, il a besoin d'aide, je le sais, je vais aller l'aider, l'obliger, entre guillemets, là, de dire je m'en viens t'aider, là, tu vas voir, puis t'es là pour lui. Pour l'aider, pour vrai, là. Ben moi, là, je te dirais, c'est ce que moi, je me sers, même quand je fais mes rencontres, c'est de te servir de tout ce qui est non-verbal. Fait que quand tu appelles la personne, moi, j'ai l'oreille assez aiguisée, là, je peux te dire, même si je te connais pas beaucoup, je peux te dire si c'est ta voix ou s'il se passe de quoi, OK? Même si je te connais pas beaucoup. Okay. Parce que là, je l'ai entendu, ta voix. Fait que si jamais on se reparle puis que j'entends, oui, c'est là, ça. je pourrais dire, j'entends dans ta voix qu'il y a quelque chose. OK? Si tu as été rendre visite à la personne, puis tu vois les traits tirés, tu vois que la personne, elle a maigri, ou tu vois qu'elle est vraiment comme fatiguée, ben il y a peut-être quelque chose. Je vais te proposer d'aller faire ton épicerie. As-tu besoin de quoi? Je vais aller vite, c'est sur mon chemin. Ça me fait plaisir. Ou tu arrives avec une soupe ou un plat préparé. Tu sais, mais c'est vraiment de mettre tes sens à l'ouvrage, on peut dire, puis d'observer. Parce que oui, il y a des personnes qui vont avoir tendance dans les périodes de deuil, surtout dans la période de choc, de déni, là, et les 3 premières, là, tantôt tu me parlais des phases, là, mais ça passe tout par le corps, anyway. Oui. Dans ces premières périodes-là, là, tu sais, le choc, le déni et l'émotion, si on va l'englober dans l'émotion qui nous écrase, bien, quand on voit ça, si on voit que la personne est prise dans ce cercle-là pendant
un bon moment, c'est de dire, bon, j'observe. Là, on vient dans les faits. J'observe ça. Moi, je peux être là. Tu sais? Et de prendre vraiment, tu sais, si tu vois, tu peux proposer, je peux-tu passer? Je peux-tu passer dans 2 jours? Puis là, dire, ah non. Mettons, tu dis, je pourrais passer cet après-midi. Puis que je te dis, non, cet après-midi, je vais en profiter pour faire une sieste. OK? C'est quand le meilleur moment pour toi? Donc, on va aller chercher l'adhésion de la personne. Ou qu'est-ce que tu as besoin que je te fasse? Là, j'ai du temps là. Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin que j'aille te préparer un repas? As-tu besoin que j'aille à la pharmacie? As-tu besoin que j'aille à l'épicerie? Tu sais? As-tu besoin d'aller prendre une marche? Oui, parce que, tu sais, je l'ai vécu, mais c'était pas avec un deuil, mais c'est un peu le même principe quand t'as des nouveaux-nés, là, un bébé naissant à la maison. Il y a du monde qui te propose de l'aide, il y a du monde qui viennent t'aider pour vrai dans ta maison, puis il y en a d'autres qui viennent puis ils te nuisent plus que d'autres choses. Mais c'est un peu ce principe-là que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu vas proposer, tu veux-tu que j'aille faire ton épicerie, j'ai du temps, puis ça va me faire plaisir. Là, c'est tentant de dire OK, oui. Mais des fois, juste, je peux t'aider si t'as besoin. Ouais, c'est bon, là. Mais là, après ça, je vais m'arranger avec mes affaires. Puis l'aide que toi, tu es prêt à offrir, c'est peut-être pas l'aide que moi, je suis prête à offrir, puis que Pierre-Jean-Jacques ou Micheline et Gabriel sont prêts à offrir aussi. Tu sais, fait que dans le fond, ce qui est important, c'est que tu ouvres déjà sur qu'est-ce que toi, tu peux offrir. Je peux t'offrir une présence, je peux t'offrir mon écoute, je peux t'offrir d'aller faire des choses pratiques que tu as besoin, je peux t'aider à laver ton plancher, ta salle de bain, tu sais. Ouais. Mais autant nous qui voyons des gens qui vivent des difficultés ou des deuils, autant la personne qui vit des difficultés et des deuils. Fait que des deux côtés, il y a des choses à faire de façon plus précise. Souvent, je vais dire aux gens, c'est important de faire aussi des demandes claires. Tu sais, la personne qui vit un deuil, ben de pas attendre, parce que souvent j'ai le commentaire, c'est ça, ils savent que je passe une période difficile, mais il y a personne qui vient, il y a personne qui m'appelle. OK, est-ce que tu as pris le téléphone? Est-ce que tu as fait une invitation? Parce que ça va aussi dans ce sens-là. Parce que si on demeure dans l'attente, ben on risque en tabarouette de vivre des déceptions, de la frustration, de la colère, tu sais. Fait que on va voir, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis c'est quoi la plus petite action que je puisse faire pour m'occuper de mon besoin? Ouais. Ça fait partie aussi des astuces de coaching que j'ai avec mes clients. Là, je ne sais pas combien de temps il te reste, là, mais je voudrais te dire la dernière période de la journée, qu'est-ce qui est important. Ben oui, c'est vrai, on était là. Oui, vas-y. OK. Parce que tantôt, on a parlé de la première période, le 20 minutes de joie. Puis si ce n'est pas en commençant, ben, on s'en donne pour au moins aller chercher ça. OK? Et la deuxième période qui est vraiment essentielle dans la journée, c'est la dernière heure de notre journée. Dans la dernière heure puis là, ça va faire un lien avec ce que tu disais plus tôt. Dans la dernière heure de la journée, il y a 3 choses qu'on remercie. On remercie les succès, comme tu disais. OK? Puis là, des fois, les succès, tu cherches juste les wow, mais il y a les petits, les moyens, les grands, les énormes et les minuscules aussi. Donc, tout ce qui te fait du bien dans ta journée, ou tu es content, ou une bonne nouvelle, tu vas le marquer. Fait que ça, c'est la première chose. Puis pour les gens qui nous écoutent, des fois, ils me disent « J'en ai pas eu de succès aujourd'hui. » Ben, écris-en au moins un. Commence par un. Après ça, il va y en avoir 2, 3, 4, 5. Puis là, à force de s'écrire, tu vas les voir. La deuxième chose qu'on va remercier. T'as-tu une idée? Les personnes? Les échecs. Les échecs? Oui. Ah, c'est intéressant. Fait que je pourrais aussi bien remercier l'échec de m'être trompé tantôt puis que le GPS m'envoie à une autre place. Ouais. Ça m'a permis de m'apercevoir que mon GPS me donnait pas toujours la bonne direction, de vérifier. Fait que, dans le fond, ce que j'en retire, fait que l'échec, je remercie l'échec parce qu'elle m'a permis d'apprendre quelque chose. Un peu comme tantôt avec le décès. Le décès m'a permis d'apprendre quelque chose de positif en lien avec mon père, OK? Mais l'échec m'a permis de faire un apprentissage. J'ai un héritage. Et aussi, la prochaine fois que ça arrive, je veux ça.
OK? Ouais. Donc, la prochaine fois que je m'en vais à quelque part que je connais pas, je vais double vérifier mon itinéraire pour être certaine qu'il m'amène au bon endroit. OK? Quitte à faire du repérage sur la map puis de mettre avec la ouais, caméra c'est pour ça. voir je vais-tu au bon endroit. Tu comprends? Là, je m'étais pris d'avance. Il n'y avait pas de, il y Oh, avait pas de oui. retard, là. Il n'y avait pas d'incidence, mais des fois, il peut y en avoir une. Fait que, tu sais, la prochaine fois. Pourquoi on fait ça? Parce que ça donne une direction à notre cerveau durant la nuit sur quoi il doit travailler. Mais on remercie les succès, on remercie les échecs et on remercie tout ce qui est synchronicité. Les hasards de la vie. Puis là, j'aime bien dire une citation qu'Einstein disait, c'est que le hasard, c'est le chemin qu'emprunte Dieu pour passer incognito. Ouais. Je savais pas qu'il disait ça. Ouais. Fait que le hasard, pour moi, là, d'être ici aujourd'hui, ça part d'une synchronicité. Parce que Justine est venue faire un podcast avec toi, Ouais. puis elle me parlait de toi. Fait que ça fait que je suis ici aujourd'hui. Ben oui. Ah ouais. Fait que c'est... Il y en a beaucoup. Il y en a synchronicité, beaucoup. là. Puis, tu sais, encore là, les gens n'ont pas le réflexe de voir qu'est-ce qu'était une synchronicité. Moi, il y en a vraiment beaucoup. Je pense à quelqu'un, souvent le téléphone sonne. Ouais. Je m'attends de recevoir quelque chose, ben soit je vais le recevoir par courriel ou par quelqu'un d'autre. Des fois, je pense à une situation, puis un mot, une couleur, puis je la vois passer à côté de moi. Je dis, OK, voilà, j'ai mon indice, tu sais. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais si on prend l'habitude de commencer par un succès, un échec, une synchronicité, mettons que tu le fais pendant une semaine, puis après, OK, je vais en mettre 2. Mais tu vas avoir le goût d'en mettre plus vite. Oui, c'est sûr. Mais qu'on le prenne. Mais l'important aussi, je t'ai vu prendre une note, c'est de le faire à la main, en écrivant dans notre cahier. Parce que ce geste-là te ralentit le cerveau, te met dans l'action. Puis quand tu l'écris, c'est comme tu ancres davantage qu'est-ce qui est important pour toi. Fait que là, on est en train de dire à notre cerveau de travailler sur les succès que j'aime, sur comment je veux que ça se produise la prochaine fois que je rencontre cet échec-là, et sur les synchronicités qui arrivent. Fait que là, on est en train de démontrer à notre cerveau qu'est-ce qui est important pour soi. Ouais. Et lui, il travaille là-dessus durant la nuit. Et je crois beaucoup à la puissance de notre cerveau, de notre subconscient, parce que c'est toute question d'énergie. On émet des ondes électriques à travers notre cerveau. Ouais. Donc, notre cerveau va mettre en place qu'est-ce qui est important pour soi. Et ça fonctionne. Et je dis ça fonctionne parce que souvent, les gens vont dire « Ah, mais moi, je suis gaffeuse, je fais ci, je fais ça. » Mais à force de le dire, on fait juste Tu des le gaffes. fais, oui. OK? Donc, si ça marche du côté négatif, c'est clair, net et précis que ça marche également du côté positif. On a juste besoin d'avoir de l'entraînement. Souviens-toi que 80% de nos pensées qui circulent librement dans notre tête sont négatives, dégradantes et limitantes envers soi. Fait que dès qu'on sait ça, ben, on peut prendre action. Moi, j'en prends une à la fois, je la transforme. Et je vais te dire, une des croyances que j'ai eues longtemps de par mon parcours de vie, mais je l'ai mis en lumière seulement à l'âge de 50 ans, que j'ai pris conscience de l'ampleur de cette croyance-là, c'est qu'avec mon parcours de vie, moi, j'ai compris que j'étais une mauvaise personne. OK? C'est drôle de sortir comme ça. D'habitude, je dis je suis pas une bonne personne, mais j'ai compris que je devais pas être une bonne personne. Puis en plus, j'ai associé à ça que j'étais responsable de la séparation de mes parents. OK? Mais ça s'est construit inconsciemment à l'âge d'1 an et demi. Et dans mes relations, souvent, je me trouvais comme pas une bonne mère, pas une bonne amie, pas une bonne conjointe, pas une bonne fille, pas une bonne employée. Ça se répétait partout de façon pernicieuse. Ça, c'est mes multiples serpents, là, OK? De façon pernicieuse. Puis un moment donné, je travaillais avec une coach qui me dit « Claudine, t'as-tu entendu ce que tu viens de dire? » Ben, je t'ai dit beaucoup de choses. Comme là, aujourd'hui, je t'ai dit beaucoup de choses. Fait qu'elle me dit, tu viens de dire que t'es pas une bonne personne. Je dis, ah ouais, je viens de dire ça. Fait qu'elle dit, tu veux-tu, on va la travailler ensemble. Fait que l'exercice, c'est de travailler la croyance ou cette phrase-là, presque un mot à la fois, une phrase à la fois. Et à la fin, je suis arrivée avec une phrase qui me fait
vibré, t'as pas idée, qui m'a amené tout plein de papillons, tout plein d'ouvertures. Puis là, je fais juste penser à ma phrase, tu vois le sourire, hein? Mais en fait, ça a été important de le faire étape par étape. Encore là, le cerveau refuse toute radicalisation. Fait que ça m'a pris 20 phrases, puis à chacune, je mettais une note de 0 à 10. Puis à un moment donné, je suis arrivée à un 10 sur 10. Wow! Et ma phrase, c'est « Je suis magnifique et extraordinaire ». Puis quand, moindrement que la petite phrase « Je suis pas une bonne personne » revient, ou même une petite allusion du semblant de « Oh, non, t'as fait ta job assez longtemps, là. Maintenant, moi, je sais que je suis magnifique et extraordinaire. » Et ça, là, c'est, je te le dis, même là, en le disant, ça fait une ouverture, une envolée de papillons, ça fait « Wow! » Tu sais, c'est droit, c'est... Puis aujourd'hui, tu dirais que tu dis plus ça, que t'es pas une bonne personne? Ça va arriver de façon... Tu sais, comme je te dis, ça arrive. Ça va arriver rapidement. Des fois, je suis pris dans un noyau qui va faire que je suis pris 1 heure, une journée, mais je suis beaucoup moins longtemps prise. Tu sais, mettons, jusqu'à 50 ans, elle flottait quand même de façon assez inconsciente. Mais quand je l'ai mis en lumière, là, je suis alerte à quand ça se pointe. Il y a des fois, je peux être prise pendant 1 semaine, mais je peux être prise pendant 50 ans. Oui, c'est ça. Et des fois, la beauté de la chose, c'est que je vais être prise dans un fonctionnement où ça, c'est là pendant 1 heure, puis je dis, OK, là, j'ai trouvé mon chemin. Des fois, c'est rapide. Puis, tu sais, une des récompenses que j'ai quand j'accompagne mes clients, c'est « Hey, Claudine, je suis capable de voir mon fonctionnement tout de suite. » C'est ça. Yes! J'ai réussi! Ah, c'est cool. Ouais. Puis comme dernière question, j'aimerais ça te poser... Quelqu'un là, qui vit un deuil, qui vit quelque chose de dur, là, puis qui a de la misère, il voit pas le bout, il voit pas le bonheur, qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Moi, je lui dirais « Ose réserver ton café connexion avec moi. Juste venir te déposer pendant 30 minutes avec moi, puis même si tu n'as pas le goût d'aller plus loin par après, ben ça va te faire du bien. » Mais en plus, c'est sûr que, tu sais, il y a moi, mais il y a une multitude d'accompagnants qui sont là aussi pour t'aider à te déposer. Là. C'est sûr que j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Mais il y a aussi plein d'outils. Tu sais, j'ai des outils gratuits. J'ai le petit carnet du mieux-être qui est très aidant, mais ça demande un processus que tu fais tout seul. Moi, souvent, je me suis aperçue que si j'ai à compléter une question, je vais avoir 1 mot, 2 mots. Si j'ai à parler, à répondre à ta question, tu as vu, tu m'as posé quelques questions. Peu de questions, mais j'ai beaucoup de mots. Fait que ça, c'est ma façon. Il y en a qui vont avoir beaucoup de mots à l'écriture. Moi, j'ai pas beaucoup de mots à l'écriture. Fait que c'est vraiment important de savoir quel est ton mode de communication privilégié. Est-ce que c'est l'écriture? Si l'écriture, ben oui, mon petit guide va t'aider. J'ai le carnet Lumière aussi qui est gratuit, que tu peux télécharger. Le carnet Lumière est vraiment orienté vers les décès. Le petit guide du mieux-être, c'est quand je vis une insatisfaction, comment je réagis, mais aussi qu'est-ce qui se passe en dessous. Là. C'est quoi l'émotion, comment mon corps a réagi, quel est le besoin, puis qu'est-ce que je peux faire comme plus petite action pour m'occuper de moi aujourd'hui. Fait que c'est quand même assez complet. Il y a mon livre, Un pas à la fois sur le chemin de Mathilda, qui est un roman d'introspection, qui aussi un roman d'inspiration, parce que le commentaire que je reçois le plus là-dessus, c'est « Ah oui, moi, quand j'ai lu ton livre, ça m'a aidé à me choisir. Ça m'a aidé à voir que, oui, je peux poser des questions, que je peux poser mes limites, que je peux partir, faire un projet, tu sais. Puis j'ai aussi fait un jeu d'oracle qui s'appelle Trésor intérieur et qui guide les gens à travers les deuils, les épreuves, ou, tu sais, des fois, tu dis « Ah, qu'est-ce que ma carte a l'air à me dire aujourd'hui? » Mais les images sont super belles, fait que les gens peuvent juste se laisser inspirer par l'image ou aller lire le message aussi. Puis là, actuellement, je suis en attente d'une maison d'édition pour un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle « Immortel, renaître à la vie ». Donc, je parle d'à peu près 25 deuils que j'ai, pour la plupart, moi, traversés. Puis quand je ne l'ai pas traversé, ben, c'est des situations de gens que j'ai accompagnés, mais je mets pas de noms. Si j'ai des noms, c'est des noms fictifs. Je colore un peu aussi là, pour pas que les gens puissent dire « Ah, ben c'est elle qui a vécu ça », tu sais. Ah, wow, OK. Fait
Fait que t'as plein de belles ressources. Oui. Puis en plus des journées hausses, comme je te parlais avant, Ouais. là, puis le sommeil mortel qui s'en vient aussi. Ouais, qui s'en vient en avril. En avril 2026, c'est le sommeil 2026, mortel, ouais, c'est parce ça. que dans le fond, ça va être pour réunir des experts de tout horizon qui traitent le deuil sous toutes ses formes. Fait que c'est un gros événement, un peu comme le Salon de la femme. Pour la première édition, un petit peu plus petit. La deuxième édition va être plus grosse Ouais. en 2027. Puis les journées Ose l'expérience, c'est des journées où on vient se laisser inspirer par des invités que je reçois en entrevue, un peu comme tu as fait Ouais. aujourd'hui. Et je vais faire ma portion de conférence aussi. Puis on termine ça à la fête. Ouh! Yes! Le plaisir! Le plaisir, la célébration. Ouais, exactement. Fait que tout ça, on retrouve ça sur ton site aussi, Oui, qui sera en description dans le bas de l'épisode. oui. Ben, merci, Claudine. C'était vraiment intéressant. Je suis content d'avoir parlé de ça avec toi. Je sens que c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. Fait que merci d'en parler, puis merci d'amener plein d'outils, de façons de voir ça qui sont lumineuses. Je trouve Merci. ça vraiment cool. Fait que... Merci. Puis tu sais, ce que je veux te dire, là, c'est qu'on a quand même parlé beaucoup de deuil durant notre rencontre. Est-ce que tu te sens lourd? Ben non. Hein? Il y a de la légèreté, il y a de la lumière, on a eu du plaisir. Fait qu'il y a aussi ça. C'est le gros avantage quand on ose ouvrir sur les deuils, les épreuves, les difficultés qu'on a traversées. Ça nous transforme et ça nous rend plus légers. Vraiment. Mais j'avais pas pris conscience, mais t'as bien raison. Que des fois, ça semble lourd, le deuil. Mais ça Oui. l'est pas nécessairement. Mhm. Fait que je vais te donner ton petit cadeau d'invité. Hum, Des lettres bienveillantes. hum. Fait que c'est un mouvement que j'ai parti. L'idée de ça, c'est que tu prends, il y a 5 lettres, tu distribues ça un peu n'importe où sur ton passage, que tu veux laisser une lettre bienveillante à quelqu'un, que ce soit à l'épicerie, dans un parc, dans une bibliothèque, à la quincaillerie, peu importe c'est où. L'idée de ça, c'est qu'à l'intérieur de l'enveloppe, la personne va trouver ça à un moment donné. Puis ça dit que justement, il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu pour lui souhaiter une belle journée, de profiter de ce moment-là pour remercier la vie ou peu importe comment on l'appelle. Wow. Puis de prendre ce moment-là, un petit 5 minutes pour un moment pour soi. Tu parlais de ça tantôt, comment c'est important. Ben ça, c'est une synchronicité qui t'amène un moment pour toi. Hey, Fait c'est que, tellement on distribue brillant. ça un peu n'importe où, puis j'ai peut-être 2200 lettres qui sont distribuées jusqu'à Wow. maintenant. Ben, en fait, si tu me permets, je vais comme donner suite à ce projet-là parce que pour la journée... Ben là, je suis en train de le révéler ce que je voulais faire parce que ça ressemble à ça. Ah, pour vrai? Fait que c'est pas... Je prendrais pas la même chose que toi, mais moi, c'est inspiré de ça aussi Ok. pour Nice. la journée hausse. Puis, tu sais, si tu me permets, là, tout ce qui englobe tout ce que je fais, c'est le mouvement « Oser être ». Et tout ça, ça fait partie de « Oser être ». Fait que possiblement qu'on va se recroiser à travers oui. mon mouvement « Oser être ». Parce que je trouve ça tellement précieux d'avoir des ressources comme ça. Puis c'est vrai que ça va faire plaisir à quelqu'un. Ben oui, puis c'est un mini geste qu'on pose, mais qui fait une énorme différence à la personne qui trouve ça. Ouais. tu sais. Puis tu sais, des fois, c'est un mot qu'on va avoir dit, c'est un sourire qu'on va avoir fait à quelqu'un. Tu sais, comme Justine, peut-être qu'elle te l'a dit, là, mais Justine, en fait, elle, je faisais un webinaire avec ma coach d'affaires, puis je parlais de deuil. Puis Ok. elle a compris la puissance du deuil. Puis quand elle m'a entendu, elle m'a dit « Ah, mais my God, c'est parce que je vivais un deuil. » Puis pour elle, là, ça a été une très grande révélation, mais c'est un mot que j'ai Ouais, dit. c'est ça. Il y a d'autres personnes, c'est parce que j'ai souri. Puis, tu sais, d'avoir fait le sourire, puis ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit. « Claudine, la journée que tu me souris, là, ce sourire-là, tu sais-tu que tu as changé ma trajectoire parce que j'allais vraiment pas bien cette journée-là. Puis par ton sourire, je me suis sentie important et j'ai pas fait ce que j'avais l'intention de faire. » T'es fou, pareil. Là. Comment c'est simple.
C'est ça. changer quelque chose. Exactement. Fait que je comprends vraiment Ouais, ben c'est ça, le c'est but. l'idée de ça. Ben, je suis contente de pouvoir contribuer à ça. Ouais. Ben merci Claudine, puis tout le monde ici, je pense que le deuil est très important à parler, fait que partage cet épisode-là, que les gens en entendent, parce que si tu as été jusqu'ici, c'est sûrement que tu as de l'intérêt à ça, fait que Oui. partage ça, je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, puis ça fait juste du bien, comme tu dis. Fait que, merci Claudine. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité à cette belle rencontre. Un plaisir, puis bonne journée à tous. Merci. Bye.